Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans FC Politique. Aujourd'hui, on va passer en revue l'actualité politique du district de Nyon. On va parler des SRGZA, ces zones d'activité dédiées au secteur secondaire. On ouvrira une page aussi sur l'actualité du conseil communal nyonnais et l'on aura un coup de gueule, et oui, d'un politicien bien connu de la région. Mais pour commencer, je vous propose d'accueillir Christine Giraud pour parler du bilan à mi-législature de la municipalité glandoise. Christine Giraud, venez à moi. Christine Giraud, bonjour. Alors, je vous propose de vous asseoir sur cette fameuse table de FC Politique. Aujourd'hui, on va parler en votre compagnie de ce document que tout ménage glandois a reçu chez lui. Il est intitulé « La ville des Lumières, bilan de mi-législature 2021-2026 ». C'est la ville des idées. La ville des Lumières et des idées, puisqu'il faut être lumineux quand on a des idées. Ouais. Alors, justement, la ville des idées, qu'est-ce que ça signifie pour la municipalité glandoise? Alors tout simplement, la ville des idées, c'est l'idée qu'on se nourrisse en fait des idées de nos citoyens, de nos habitants, et puis on met en place en fait des projets qui permettent aux citoyens de s'exprimer, citoyens et habitants bien sûr, de s'exprimer, puisqu'on fait le pari que l'intelligence collective donne des idées et donne du dynamisme à notre commune. Alors vous qui êtes une observatrice fine de la politique, alors évidemment communale mais aussi régionale, on a l'impression que cette tendance à faire participer la population s'accroît. C'est désormais inscrit en fait finalement dans tout programme de législature d'un exécutif qui se respecte, en tout cas de grandes collectivités. En tout cas, c'est un vœu de la municipalité. C'est un objectif d'entendre la population. Ça se traduit aussi par le programme Smart City, la grande journée Smart City qui a eu lieu au mois de juin 2023, où on a dévoilé notre programme Smart City. Et là, on voit clairement que la participation citoyenne a une forte importance. Elle prend une place, en fait, dans le déroulement de nos projets, ou comme la municipalité souhaite activer ces projets. Et puis cette participation citoyenne, d'ailleurs en ce moment on est en train de travailler avec l'Université de Lausanne pour comprendre bien les mécanismes et comment on peut l'appliquer au quotidien. On voit bien que la participation citoyenne, ça peut prendre diverses formes selon le projet, selon les enjeux, selon la population, si c'est une idée qui vient de la population ou si c'est une politique publique qui est mise en place. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut être des ateliers, des choses en direct. Ça peut être des sondages par Internet. Ça peut être tout simplement d'écouter une partie, un public cible, une association, ou se nourrir bien entendu par définition du conseil communal. Évidemment, c'est aussi une forme d'expression, participation citoyenne. Le dernier exemple que j'ai en date, c'est... On a une conseillère communale qui a interpellé la municipalité sur le programme du 1er août. Et puis, on a proposé dans notre réponse de faire un sondage auprès de la population pour savoir quel type d'animation serait intéressant pour la population. Le sondage vient de se clore et puis on a eu plus de 350 personnes qui ont voté et qui ont répondu. Donc, c'est intéressant de voir que quand on pose des questions, eh bien, la population réagit et on est content de voir d'avoir eu ce nombre de personnes qui ont participé. Voilà. Et puis je précise que si vous voulez revoir évidemment cette interpellation, eh bien, il suffit d'aller sur notre site internet ou sur celui de la ville de Gland pour revoir ces fameuses séances du conseil communal. Sauf erreur, cette interpellation avait eu lieu en novembre dernier ou en décembre dernier. C'était une double interpellation. Enfin, c'est une conseillère qui revient régulièrement sur ce sujet. On va revenir à ce bilan de mi-législature 2021-2026. Alors, vous le dites, c'est un bilan globalement positif, évidemment. Il ne pourrait pas en être autrement. Oui, alors pour nous, c'est tout à fait positif, puisqu'on a pu cocher quand même pas mal de cases où on a vu que les travaux avancent. Dans les grands projets, on peut citer, alors j'ai déjà cité la journée de la Smart City. On va y revenir. Mais c'est vrai qu'on a aussi concrétisé le lancement du gros chantier du Vieux-Bourg, qui était attendu depuis beaucoup d'années ici à Gland. On a pu aussi passer un préavis devant le Conseil
conseil communal pour lancer les travaux de surélévation du collège de Grandchamp. C'est vraiment des choses importantes. On a mis en œuvre la stratégie énergétique aussi. La politique de la petite enfance a été revue avec des passerelles qui sont faites pour les tout jeunes enfants avant d'entrer à l'école. Donc il y a un bon nombre de projets qui ont avancé. Donc le lecteur attentif aura vu qu'il y a chaque fois un petit curseur qui est vert à moitié ou trois quarts, etc. On peut savoir donc on peut voir ce programme où on en est. Vous voyez, c'est ici la petite barrette. Alors j'ai un écran en face de moi qui fait l'inverse. C'est pour ça que je me perds un peu. Christine Giraud, donc vous le dites dans ce document, le bilan est globalement positif, les finances sont saines. Alors ça, on va dire que c'est presque un exploit à l'heure actuelle. Les projets de développement et les assainissements des infrastructures sont envisagés sereinement. Et enfin, surtout, vous avez le soutien du législatif dans l'action de l'exécutif. Alors, on l'a un peu évoqué juste avant, il y a 7 grands projets structurants pour la ville. Je me permets vite de les résumer. Alors, réaménagement du Vieux-Bourg, on en a parlé. Smart City avec l'humain au centre. Ça, c'est le grand projet qui sous-tend toute action qui a été lancée. Un projet Smart City allié à une stratégie climatique, la politique de la petite enfance. On va encore parler de la modernisation du transport urbain de Gland. Alors, effectivement, on avait eu, et j'avais eu personnellement le plaisir d'essayer une de ces navettes autonomes. Alors là, c'est carrément un don pour un bien public, puisque ces navettes autonomes, finalement, l'objectif, c'est de les tester sur la ville de Gland pour obtenir une homologation au niveau national. Ces véhicules doivent encore être certifiés. Et puis, alors là, on arrive quand même dans un gros projet qui est un peu le cœur, finalement, de cette législature, puisque vous aviez acheté le bâtiment de l'ancien VVF au Mont-Blanc 27. Il s'agissait de définir son affectation. Alors, on en sait un peu plus. Il y aura une bibliothèque intercommunale, mais pas que. Est-ce que je peux juste rebondir sur communal, pardon. Voilà, exactement. Juste une petite précision concernant cette fameuse navette, effectivement, où la ville de Gland, c'est juste le projet d'aider en fait à l'homologation, mais c'est pas tout à fait une navette autonome. Il s'agit plutôt d'une navette qui peut être plutôt sur mesure, on va dire. L'idée, c'est qu'elle puisse se déplacer d'une manière rapide, selon les demandes de la population, mais elle n'est pas autonome dans le sens qu'il y aurait personne qui la conduirait. Il y a quand même, il y a encore la législation actuelle qui doit évoluer pour qu'on y arrive. Juste petite précision pour pas faire des faux espoirs. Vous avez raison de préciser. C'est une navette qui peut être modulée. Absolument. Avec, en fait, ça fonctionne comme un petit train urbain. Exact. On a un premier véhicule et on peut y appondre 2 ou 3 autres véhicules. Exactement. Alors, si je parle de ces projets, c'est qu'ils sont définis dans 5 axes de législature. Oui. Là encore, si vous permettez, je vais les rappeler et puis ensuite, vous allez développer. Alors, c'est travaillons main dans la main. Alors ça, c'est important. On a bien compris que ça concernait finalement cette démarche participative, ce soit entre le législatif ou entre la population. Dessinons ensemble notre ville, faisons rayonner la ville, renforçons ensemble notre attractivité économique et commerciale et enfin, améliorons notre qualité de vie. Moi, j'ai une petite question. On a toujours dit que Gland était la commune la plus jeune, sauf erreur, de Suisse. Est-ce que c'est toujours le cas? Sauf erreur, c'est plus tout à fait le cas, mais ça reste un peu dans nos cœurs quand même. On travaille beaucoup sur les programmes pour la jeunesse, pour l'enfance, qui est évidemment un point très important de la population. Mais sauf erreur, au niveau statistique, on n'est plus la plus jeune ville en ce moment, mais on en deviendra peut-être. Comment vous capitalisez finalement sur cette jeunesse? Et puis, Gland, c'est toujours chercher un centre. Alors là, on va y aborder, parce que ça, c'est le futur, c'est Gare Sud. Mais qu'est-ce que vous faites pour cette jeunesse qui est effectivement très présente en ville de Gland et qui a créé, il faut le rappeler, un peu de mise en contexte, quelques difficultés à l'exécutif, notamment autour de la gare ou dans certains quartiers glandois? Alors ça, c'était il y a quelques années, mais c'est vrai que là, vous touchez un point qui me touche beaucoup, puisque j'avais eu le dicaster enfance et jeunesse durant 2 législatures. Et puis, alors il est vrai qu'il y a eu une période dans les
les années 2012-2013, où les jeunes étaient un petit peu, se réunissaient facilement à la gare et il y a eu quelques déprédations ou un peu trop de bruit à un moment donné. Et puis juste pour rappeler un petit peu, c'est vrai qu'à cette époque-là, l'UAPE qui utilisait le collège de la Dôle a déménagé pour se rapprocher de l'école de Perreret. Et la municipalité s'est retrouvée avec un bâtiment, ce qui est devenu la pépinière, qui était finalement pas affecté, qui était tout d'un coup vide. Et puis avec ma collègue qui a la culture, on s'est dit jeunesse et culture, on pourrait faire un projet commun, offrir des espaces d'un côté pour des créations culturelles et d'un autre côté pour offrir un local aux jeunes de la ville de Gland. Et je crois que c'était vraiment, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites auparavant pour les jeunes, mais le fait de les installer dans un local, de leur donner la possibilité de se réunir et de créer ce qui est devenu le Parlement des jeunes, a véritablement donné ce coup d'envoi. Ça, c'est un aspect par rapport à notre jeunesse. Puis aussi à l'autre jeunesse aspect... apaisée, finalement. En ville de Gland, on ne constate plus tellement d'incivilité. Voilà, et finalement, vous avez intégré ce qui aurait pu être une faiblesse, c'est-à-dire une jeunesse un peu... qui ne sait pas trop quoi faire finalement de cette soirée. Vous les avez intégrés dans votre politique publique. Complètement. Et puis j'irai juste encore un petit peu plus loin, puisque le Parlement des jeunes, c'est une entité, mais il y a aussi des acteurs qui travaillent sur le terrain, comme le Centre de rencontres et de loisirs, des TSP, où il y a quand même des moyens humains, en ressources humaines, qui ont été acceptés par le Conseil communal pour donner les moyens à ces TSP, donc travailleurs sociaux de proximité, d'aller dans la rue, au-devant des jeunes qui ne souhaitent pas adhérer au centre de rencontre ou au Parlement des jeunes. Donc il y a aussi une forte volonté aujourd'hui d'aller dans les quartiers, d'aller là où sont les jeunes, et puis de les mettre en confiance, et puis surtout de les connaître, d'avoir des projets. Je peux citer aussi le projet du skatepark, qui a été fait en 2012, ça fait et puis aujourd'hui, 10 ans après, on voit que finalement, c'est ce qui est ce qui est relaté dans le bilan de mi-législature, c'est que le service enfance a mis sur pied le projet Ping-Pong. Alors Ping-Pong, c'est en fait des passerelles. C'est une prévention précoce avant l'arrivée dans la scolarité, avant d'entrer à l'école, pour permettre un bon passage, la transition en fait vers l'école. C'est permettre aux personnes allophones de faire des cours de français, et puis c'est vraiment de détecter d'éventuels problèmes ou d'enlever aussi une certaine inquiétude, que ce soit pour les enfants, mais des fois aussi pour les familles. Donc voilà, ça c'est un projet concret qui s'est mis en place ces dernières années. C'est ces derniers mois plutôt, de notre dicaster. Alors Christine Giraud, je m'excuse de vous interrompre, on pourrait parler des heures oui, politique publique, on sent que vous êtes passionnée et malheureusement l'heure tourne. J'aimerais juste en une question revenir sur les perspectives de la ville de Gland, parce qu'évidemment la politique c'est prévoir et c'est notamment s'interroger sur le futur. Alors évidemment on pense à Gare Sud, ça c'est vraiment le gros projet qui va sous-tendre l'activité du législatif et de l'exécutif pour les 2 prochaines années. Il s'agit donc de mettre en place tout un développement de quartier au sud de la gare et notamment de réunir l'administration en un seul lieu, une administration qui est actuellement éclatée entre Montely et le bâtiment de l'administration communale, le bâtiment historique, et la municipalité. Et là, j'aimerais vous entendre en peut-être 2 phrases sur les projets de réaménagement de ce bâtiment historique qui est cher au cœur des Glandois, c'est-à-dire celui de la Grande Rue 38. Alors là, ça fera probablement aussi l'objet d'une concertation citoyenne assez large, parce que la municipalité a déjà quelques idées, c'est vrai, sur la future affectation de ce bâtiment. Ça serait quoi? Ça serait redonner... Ce qu'on peut dire en tous les cas, ce serait de garder le cachet de ce vieux bâtiment, de le mettre en valeur, de lui donner quelque chose de qualitatif. Ça pourrait être une maison des associations Ça pourrait être ça pourrait être des expositions, ça pourrait être culturel. On a aussi la grande salle, la salle communale, qui est aujourd'hui utilisée qui vient d'être rénovée. Et puis qui est au conseil communal. Il y a beaucoup, entre autres, mais il y a aussi beaucoup de concerts, de manifestations publiques. Donc on voit vraiment ce bâtiment comme quelque chose qui valorise vraiment le patrimoine glandois et puis qui soit un lieu de rencontre en tous les cas.
Et ben voilà, Christine Giraud, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce document qui s'intitule non pas La ville des Lumières, ça c'est une autre ville, un petit peu plus grande que celle de Gland, quoique, mais La ville des idées. Vous avez abordé la question de la planification. Je vous propose de rester avec moi pour le sujet suivant, puisque l'on va s'intéresser au SRG-ZA, ces fameuses zones d'activité dédié au secteur secondaire. Et si on s'y intéresse, c'est que la consultation de la stratégie régionale des zones d'activité, voilà pour l'acronyme SRG-ZA, a officiellement été lancée dans le district. Et cette consultation court jusqu'au 25 février prochain. Alors ces fameuses SRG-ZA, qui paraît-il rapportent beaucoup de points au Scrabble. Qu'est-ce que c'est? On vous explique tout dans FC Politique. Alors, ces SRG-ZA découlent de l'aménagement sur la loi du territoire votée au niveau national, sauf erreur en 2013, vous me corrigerez peut-être. Il s'agit désormais d'appliquer ces directives au niveau cantonal, notamment de définir le plan de développement du secteur secondaire, un secteur secondaire qui finalement dégage peu de marge par rapport au secteur tertiaire, mais qui a son importance. Le secteur secondaire, c'est celui de l'industrie et de l'artisanat. Le canton a donc sollicité chaque région pour travailler sur l'optimisation de l'existant, l'évaluation des besoins futurs et les actions foncières à entreprendre. Ça fait beaucoup de travail, on va en parler. On écoute tout de suite les explications de Christiane Luisier-Bredard, présidente du Conseil d'État vaudois. On est aujourd'hui dans un canton où les terrains sont rares. Il y a une sorte de richesse par rapport à ça. Et donc, il s'agit de pouvoir profiter, bénéficier de l'ensemble des mètres carrés disponibles. Et lorsque l'on parle d'optimisation, eh bien, c'est de pouvoir trouver, par exemple, des synergies entre les entreprises. C'est par exemple aussi sur des terrains qui sont déjà construits, trouver des solutions pour pouvoir construire davantage sans consommer plus de sol, de façon à ce qu'on puisse garder des réserves pour le futur. Actuellement, on a une vraie stratégie pour maintenir un tissu industriel dans notre canton. Ça passe par des zones spécifiques, 20 zones dans le canton qui sont dévolues au secondaire, mais ça peut aussi passer par des stratégies foncières. Donc, tout d'abord, le fait de pouvoir subventionner l'achat de terrain, et puis dans le cadre de mon département, pour ces sites stratégiques, ce que l'on vise, eh bien, c'est de subventionner les coûts d'équipement et de manière à favoriser le maintien d'activités secondaires. Pourquoi? Parce que quand on a des activités industrielles, c'est compliqué par rapport au coût du terrain. Vous consommez plus de terrain par rapport au nombre d'emplois. Donc on se doit de faciliter ça. De 2 conseillères d'État s'étaient déplacées à Gland la semaine passée pour présenter ces fameux SRG-ZA. Alors, vous l'avez entendu, il faut soutenir cette industrie, ce secteur secondaire. Cela passe notamment par des subventions cantonales. Et on écoute Isabelle Moret, conseillère d'État en charge de l'économie, de l'innovation, du patrimoine et de l'emploi. La force du tissu économique vaudois, c'est d'avoir vraiment un tissu qui soit diversifié. Alors nous avons plusieurs fonds. Nous avons le fonds ordinaire de la loi sur l'aide au développement économique qui est de 2 millions par année. Mais à côté de ceci, nous avons des budgets particuliers. Par exemple, nous avons le fonds pour l'industrie pour aider à l'achat de foncier industriel. Nous avons un crédit cadre pour le tourisme pour aider par exemple à la transition vers de plus de durabilité de nos infrastructures touristiques ou aider à créer de nouvelles infrastructures touristiques emblématiques. Ici, nous avons 50 millions. Nous avons un fonds pour le développement de l'économie durable qui, lui, est doté de 25 millions, qui aide notre tissu de PME à transiter vers plus de durabilité. Et nous avons aussi un fonds qui est aussi d'une vingtaine de millions pour l'innovation, c'est-à-dire que si une entreprise est particulièrement innovante, c'est par ce biais-là qu'elle pourra obtenir une aide supplémentaire du canton. Donc il y a beaucoup de possibilités. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez une idée, adressez-vous à l'association économique de votre région, c'est-à-dire Région de Nyon.
Eh ben voilà, il n'y a qu'à demander. On demande à Région de Nyon. Et ça tombe bien, on vous retrouve, Christine Giraud, puisque vous êtes la responsable politique du territoire et au sein de Région de Nyon. Région de Nyon qui agit un peu comme chef de projet, finalement, de cette application, de cette stratégie au niveau régional. C'est hyper important de diversifier son tissu économique, on l'a dit, hein, se faire voilà, 80%, non, je me perds un peu dans les chiffres, mais un nombre très important d'emplois se situe dans le secteur tertiaire, pardon, voilà. On s'y perd, et donc 40% des emplois se situent dans les zones d'activité, il faut les développer. On parle ici de promotion économique, hein, finalement. Oui, c'est vrai, cette stratégie régionale pour les zones d'activité, c'est vraiment un travail en commun avec l'économie et le territoire. Le territoire, forcément, pour le foncier, les communes qui mettent à disposition des terrains, qui en ont, ou justement, comme ça a été dit dans le reportage, des bâtiments qui sont déjà existants, mais qui pourraient être réaffectés pour d'autres activités. Et puis, toute la conscience de l'économie, l'importance de garder un tissu secondaire dans notre région, dans notre district, permettre aux gens de travailler pas trop loin de leur habitat. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre le nombre de personnes qui habitent ici et le nombre d'emplois, de manière à favoriser justement ce tissu économique, évidemment, très important. Donc là, il y a eu un grand travail qui a été fait. Si je peux juste dire, évidemment, Région de Nyon a été désignée par le Conseil d'État en tant qu'association régionale. Et puis, dans tout le canton, s'est fait ce même travail, hein, région par région. Et puis, pour la région de Nyon, c'est l'entier du district qui a été pris en considération, pas seulement les membres de Région de Nyon. J'allais y arriver. Pardon, alors désolé si je vais trop vite. Non, c'est très bien parce que vous abordez là un point essentiel. Hein. Alors, je rappelle juste quand même que ces zones d'activité du secteur secondaire, hein, le but, c'est de créer environ 5000 emplois d'ici 2040. Mais effectivement, Région de Nyon a toujours sa double casquette, celui d'association communale, actuellement 43 communes, sauf erreur. Mais là, vous fonctionnez pour l'ensemble du district. Et la petite nuance que je voulais dire, c'est que si l'on veut bénéficier de cette promotion économique en tant qu'association intercommunale, finalement, il faut en être membre. Oui, alors effectivement, là, le travail qui a été réalisé par Région de Nyon, c'est en fait le travail de l'agglomération. Et là, l'agglomération s'applique à toutes les communes. C'est vrai qu'ensuite, s'il y a des subventions à venir chercher à Région de Nyon, ça s'adresse à nos membres, donc, et non pas aux 47 communes. Petite nuance, effectivement. Mais importante. Hein, mais importante. Je reviens juste sur l'objectif, en fait, qui n'est finalement pas un objectif de 5000 emplois de plus, simplement c'est le résultat d'un diagnostic qui a été établi. C'est important de savoir que ce travail a démarré en 2020 par un préavis qui a été déposé au conseil intercommunal, qui prévoyait justement une phase de diagnostic, comprendre le tissu de ces communes, les besoins, les parcelles à disposition, enfin vraiment un état des lieux de ce qui existe. Et puis ensuite, un travail très fin qui a été fait par un mandataire pour optimiser certains terrains, pour optimiser certains bâtiments. Et puis, on est arrivé à une fourchette qui se situait entre 4500 et 5200 potentiels emplois supplémentaires dans le district. Donc c'est ça qui a été retenu, cette fourchette un peu médiane. Ces 5000, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est une stratégie, une perspective qu'on s'est fixée. 5000 EPT, donc emplois en plus, c'est quand même important. Sur les quelques 13 000 que le secondaire compte aujourd'hui dans le district, il y a 36 000 emplois en tout. C'est une belle augmentation. Une belle augmentation quand même. Il y a 4 zones qui sont définies. Alors, il y a un site stratégique de développement d'activité, des zones d'activité régionales, encore des zones d'activité régionales exceptionnelles, une seule à la RIP, des zones d'activité locale. Alors, du point de vue extérieur, il y a 2 observations qu'on peut se faire. La première, c'est que c'est Gland qui a été choisi comme site stratégique. Alors, c'est autant de chance qu'une malchance, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il va falloir assurer par derrière. Et ce qu'on remarque, c'est que Nyon, avec ses zones d'activité, que ce soit Chamcolin ou la Voire-Puyère, où il y a quand même des fleurons de l'économie, on parle du Blot, n'ont pas été retenus comme site stratégique. Alors,
En quelques phrases, hein, parce qu'encore une fois, le temps tourne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment se sont faits ces choix? Alors en réalité, les choix étaient plutôt des choix des communes. Donc les communes se proposaient? Non, la question s'est posée. Les communes ne voulaient pas? On va dire plutôt comme ça, oui. D'accord. Pour Gland, en réalité, c'était un choix qui était un peu... Pas tout à fait un choix dans le sens que nous, on le voit vraiment comme une opportunité, puisqu'il y a des discussions qui sont en cours aujourd'hui avec le canton, de nous aider pour un point qui est très important chez nous, c'est la mobilité. Un point qui pêche un petit peu chez nous, c'est ce côté mobilité. Et on s'est dit que, et c'est ce qu'on a proposé au canton, que le fait d'accepter ou disons d'entrer en discussion, parce que c'est plutôt ça qui s'est passé, d'entrer en discussion pour avoir un SSDA, site stratégique d'activité d'importance cantonale à Gland. En contrepartie, et ça a été dit par Madame Luisier aussi dans le reportage, des aides pouvaient nous être apportées en termes de mobilité. Et très honnêtement, on en est là aujourd'hui. On est en discussion avec le canton pour évaluer en fait ces avantages qu'on pourrait retirer d'une aide avec la mobilité et en contrepartie mettre à disposition des bâtiments ou des terrains qui pourraient accueillir des entreprises d'importance cantonale. Vous connaissez aussi la situation de Gland. Des terrains, on en a très peu. Donc on parle plutôt de bâtiments ou de réaffectation de certaines activités, mais nous, on y voit une opportunité de travailler sur cet aspect mobilité, et ben voilà. De nous aider. La boucle est bouclée, la région, la commune. Christine Giraud, merci beaucoup de nous avoir donné ces quelques explications. Je vais vous laisser retourner à votre commune, à vos dicastères. Merci Florian. Beaucoup. Bonne journée. Je vous propose d'ouvrir une petite page sur l'actualité politique du Conseil communal nyonnais. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Voilà, et l'on revient sur le Conseil communal nyonnais d'hier. C'était le lundi 29 janvier. En préambule de la séance, une séance d'information sur l'avenir de la mobilité en ville de Nyon était organisée avec un constat. Si la population augmente, la mobilité individuelle motorisée stagne. Toutes les explications de Stéphanie Schmutt, responsable justement du territoire nyonnais. Je crois que le constat numéro 1, c'est le constat des comptages. Donc nos mandataires ont effectué des comptages à différents endroits de ville de Nyon et on constate une diminution du transport motorisé individuel, donc des voitures, et une augmentation des transports tels que la marche à pied, le vélo en grande quantité et les transports publics. Voilà, 50% des transports individuels sont faits via la voiture, 25% via les modes doux et 25% via les transports publics. La population augmente, le transport individuel motorisé stagne. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû aux modalités qu'on a mis en place. Je pense que les bus, l'amélioration du transport de bus a fortement amélioré ce transport modal, justement ce changement d'habitude de mobilité des Nyonnais et des habitants du district, je dirais. Je pense que le vélo aussi, on voit une forte augmentation du vélo, j'imagine, enfin on peut le dire, il n'y a pas l'étude qui a été faite directement à Nyon, mais dans d'autres villes de même grandeur, le vélo électrique a beaucoup amené, des gens qui ne se sentaient pas assez sportifs pour se déplacer en vélo, le font maintenant avec les vélos électriques. Donc je pense que c'est toutes ces petites mesures qu'on met en place, les mesures aussi d'amélioration, de sécurisation du transport à vélo, mais on essaye aussi d'améliorer le transport pour les piétons, que les routes soient plus sympathiques, qu'on ait plus envie de se balader, de se déplacer à pied qu'avant. Alors, c'est dû à la politique publique de la ville de Nyon, et il y a encore des leviers pour arriver à ce qui semble être une neutralité carbone. En tout cas, c'est, semble-t-il, le souhait de la municipalité. Et ces leviers sont évités, donc éviter les déplacements inutiles, reporter les modes de transport sur des modes plus durables et améliorer l'offre de transport public. Ça, c'est l'avenir de la ville de Nyon.
Ah oui, c'est ce qu'on a expliqué avec l'abandon de la RDU. C'était quand même 55 millions qui étaient prévus pour financer cette route qui était politiquement plus faisable, mais on l'a vu économiquement, environnementalement non plus faisable. Ces 55 millions vont nous permettre de mettre en place d'autres mesures leviers pour améliorer les structures de la mobilité en ville de Nyon. Et pour être sûr que la municipalité fait juste, en automne, une grande démarche participative sera organisée justement sur cette thématique de la mobilité. Je ne sais pas si on dit faire juste, mais en tout cas partager les préoccupations des citoyens, mais aussi expliquer, parce que je pense que toutes ces données-là, on entend beaucoup de oui-dire sur la mobilité. Je pense qu'on est en un moment crucial par rapport à cette mobilité. Les comportements changent. Les objectifs changent, donc je pense que c'est bien de pouvoir partager ces différents points de vue, autant de l'habitant que du conseiller communal, que toutes ces personnes qui réfléchissent à la mobilité jour après jour, pour lequel c'est leur travail et qui ont beaucoup de choses à amener dans la compréhension de la mobilité en ville de Nyon. Voilà, et l'on revient au conseil communal à proprement dit, puisque le législatif a accepté un crédit de 354 000 francs pour la mise en œuvre et la création de zones 30 et de rencontres, ainsi que la mise au clignotant des carrefours. La nuit, on écoute le conseiller communal Daniel Grosjean, rapporteur de la commission qui s'est penchée sur ce sujet. Ce préavis concernait principalement déjà 3 volets. Tout premièrement, un premier volet qu'il s'agit de pacifier les routes de desserte de quartier, qui sont les petites rues de quartier. On va baisser leur vitesse à 30 km/h, bien entendu pour les routes qui sont communales. Ensuite, un deuxième volet qui était pour la mise au clignotant la nuit des feux dans la ville et pour de nouveau éviter que des voitures s'arrêtent en pleine ville la nuit pour rien, pour attendre un feu. Et un troisième volet qui était pour l'étude des phases 2 et 3 pour le 30 km/h qui, ces deux études vont concerner les routes, qui vont traverser la ville. Ce seront des routes qui permettent de traverser la ville, non pas de la traverser à tombeau ouvert, mais de pouvoir la traverser de manière à pouvoir répondre en cas d'urgence dans des délais acceptables, sachant que les forces feux bleus ne sont pas protégées par la loi de la circulation routière, ne peuvent pas outrepasser les vitesses dans des mesures que le 30 km/h va encore restreindre et qui pourrait limiter la réponse aux demandes d'urgence. Mais alors, il n'y a eu qu'un rapport, pas de rapport de minorité, donc ce projet est finalement assez bon pour la ville de Nyon. Alors oui, parce que ce rapport, ce projet, ce préavis ne concernait que les routes de desserte de quartier. En définitive, les petits axes où même en véhicule d'urgence, on roule avec toute la prudence requise. Et c'est pas là qu'on gagne du temps sur les 200 derniers mètres. Alors, la gauche demandait donc ces zones 30, la droite demandait des feux clignotants la nuit au carrefour, et on pourrait dire que la municipalité, la malice de la municipalité, c'est d'avoir réuni ces deux interpellations pour ne faire qu'un préavis. C'était une bonne tactique finalement. Alors je ne sais pas s'il s'agit de tactique ou plutôt de bon sens, de se dire que ces deux mesures demandaient de pacifier la circulation en ville de Nyon. L'une se préoccupait principalement de la nuit, l'autre sur l'entier de la journée. Alors c'est clair que la demande du 30 km/h était d'un ordre général, et je sais que la municipalité a dû revoir plusieurs fois sa copie parce que les réglementations cantonales ont changé en cours de route. Et l'on ne peut conclure cette émission sans un coup de gueule. Ce coup de gueule, on en parle tout de suite dans FC Politique. Alexandre Legrain, bonjour. Alors, c'est à vous que nous devons ce coup de gueule de la semaine. Et un coup de gueule intitulé « Vous avez besoin de 70 000 francs demandés à l'AEE, institution publique qui a visiblement trop d'argent en caisse. » Alexandre Legrain, on n'a pas l'habitude de vous entendre, de vous lire comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On sent l'agacement au moment de la rédaction de ce message. Quand je l'entends de nouveau, peut-être j'ai été un peu virulent. Le fait est que le 18 janvier 2024, donc tout récemment, le comité de direction de l'AEE, l'association intercommunale enfants et écoles de la sous-région Asboiron, a convoqué le délibérant
dont je fais partie en tant que représentant de la commune de Crassier, pour demander un complément de budget tout petit peu moins de 70 000 francs pour les transports scolaires. La raison à ça étant le fait que le contrat conclu avec l'une des deux sociétés de transport ne convenait tout simplement plus d'un point de vue financier et que la société de transport ne parvenait tout simplement pas à boucler les fins de mois, quoi. Disons que les tarifs n'étaient pas suffisants. Voilà, et puis vous en avez même rajouté une couche en disant... la société en question n'a pas non plus donné accès à ses comptes complets sur plusieurs années. Bonjour la transparence. Impossible donc de juger de sa situation financière réelle ni d'un éventuel plan de redressement en cours. Alors là... Alors, il faut dire que c'est plutôt aussi le comité de direction qui n'a pas demandé ces chiffres. Donc, il y a plusieurs points qui sont interpellants, disons, dans ce dossier, ce qui m'a amené à écrire ce petit commentaire un petit peu virulent, je le reconnais. Le premier point, c'est que le comité de direction nous informe qu'il a été informé lui-même du problème de la société en question en août 2023. Le conseil intercommunal n'est convoqué qu'en janvier 2024. Près de 6 mois où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça paraît assez long quand on sait l'urgence de la situation, quand on sait à quel point ces transports sont indispensables, aussi bien pour les élèves que pour les parents. Donc on nous dit que les chiffres ont été difficiles à réunir, que parfois les séances n'étaient pas évidentes à tenir non plus du fait des disponibilités de chacun. Beaucoup de monde devait intervenir dans ce dossier. Donc voilà, je l'entends, mais 6 mois, c'est vrai que ça peut paraître assez long. Pour en venir à ce que vous me disiez, c'est vrai que 2 autres points sont assez interpellants. D'une part, le comité de direction n'a pas demandé de garantie à la société de transport en question sur le fait qu'elle pourrait fournir ces prestations jusqu'à la fin de l'année avec ces 70 000 francs supplémentaires. Je trouve ça un peu fort de café. On aurait aimé au moins un papier signé qui dise on fera le travail jusqu'à la fin de l'année, histoire de se donner un peu de souffle pour revoir le contrat et un contrat, disons, qui promet de meilleures conditions pour les deux parties. Puis le deuxième point, c'est donc effectivement la transparence, puisque le comité de direction n'a pas demandé à avoir accès aux comptes de la société au-delà de 2023 et un accès complet, disons, aux comptes, c'est-à-dire au-delà des seuls comptes qui concernent l'AEE, mais vraiment tous les clients, disons, de la société. Ce qui fait qu'en réalité, on ne connaît pas la situation financière véritable de la société à qui l'on nous demande d'attribuer 70 000 francs supplémentaires. Voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez interpellantes et de nouveau, c'est davantage vers le comité de direction que j'adresse ces quelques remarques que vers la société qui finalement ne fait que répondre aux demandes du comité de direction. Ben voilà, un comité de direction dont on va évidemment inviter la présidente à venir nous livrer ses propres explications. Néanmoins, ce coup de gueule a eu lieu le 18 janvier, à la moitié du mois, mi-janvier. Nous sommes à la fin janvier. Est-ce que ce coup de gueule a servi à faire avancer le schmilblick, si je peux m'exprimer ainsi? J'ai pas eu de retour de la part du comité de direction, pas eu de retour formel de mes homologues. Les seules remarques que j'ai eues, c'est qu'on m'a dit que j'aurais pu m'exprimer un peu plus durant le conseil intercommunal plutôt que sur Facebook. Bon, je l'entends, mais disons que quand on attaque sur la forme plutôt que sur le fond, voilà, je trouve ça assez révélateur. Bon, alors j'imagine c'est un dossier que vous allez suivre. En tout cas, nous, on va évidemment inviter l'association intercommunale Enfance et École d'Assé-Boiron sur notre plateau à réagir et à nous expliquer évidemment pourquoi cette pièce citée et pourquoi réunir finalement un conseil intercommunal dans une séance extraordinaire pour traiter de ce point. Ce n'est pas la seule actualité du côté de Crassier, puisque vous en avez marre de mettre des amendes, et d'autant plus, on l'a lu, de mettre des amendes à des amis d'enfance. Bon, la situation est la suivante. À Crassier, commune frontalière, avec d'autres communes aussi, nous avons des problèmes de stationnement. Donc depuis quelques années, nous avions un groupement d'ASP, d'agents de sécurité publique, qui a été dissous suite au retrait de plusieurs communes. Donc on a dû licencier nos collaborateurs, les 2 personnes qui étaient dans ce groupement. Donc plus de contrôle de stationnement depuis le 1er janvier 2023. Maintenant, ça va être, dès le 1er février, ça va changer, puisque maintenant, le Crassier a décidé justement, c'est la nuance. Nous avons décidé de signer un contrat de prestation avec Police Nyon Région, qui nous enverra des intervalles réguliers des membres de son équipe pour effectuer des contrôles selon les demandes formulées par la municipalité de Crassier. Alors, c'est assez inédit, finalement. C'est, à ma connaissance, une première cantonale, mais à vérifier. Voilà, donc un mandat de prestation à octroyer une police intercommunale
qui est finalement, d'un point de vue des frontières, assez éloigné. Ouais, effectivement, il semble bien que ce soit une première. Est-ce que l'objectif, c'est plutôt de faire passer un message ou d'avoir des rentrées financières, finalement? Alors, je pense que les prestations au niveau des factures vont nous coûter beaucoup plus cher que ce que ça va nous rapporter en facture. C'est souvent le cas avec ces contrôles de stationnement, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Et puis, tout est public. Je veux dire, il y a les budgets en ligne. Vous pouvez aller voir les charges, les rentrées, souvent les amendes. Pour les mettre, ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Mais donc, non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment sécuriser des zones qui, aujourd'hui, posent énormément de problèmes, notamment l'arrêt de bus scolaire, typiquement. De nouveau, on retombe sur le même sujet des transporteurs scolaires, où on a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants en voiture avant de partir au travail. Les enfants prennent ensuite le bus. Et là, il y a trop de circulation, trop de problèmes, trop de risques pour les enfants. On a d'autres problèmes à droite, à gauche. Comme je vous l'ai dit, on a une commune frontalière, donc on a beaucoup de problèmes de circulation. On a besoin d'avoir des contrôles, ne serait-ce que pour un effet dissuasif. Eh bien, Alexandre Legrain, merci beaucoup d'être venu nous donner ces explications, tant sur l'AE que sur cette délégation de tâches, finalement, à Police Nyon Région. On aime les gens qui s'expriment et qui ont le courage de tenir leurs engagements. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on trouve dans FC Politique. On se donne évidemment rendez-vous mardi prochain, mais demain, il y aura une émission spéciale de FC Politique consacrée au report modal, la mobilité. On l'a compris, c'est l'un des grands enjeux du district, c'est l'un des enjeux politiques du futur. Et Alexandre et Andrea d'En Fais Voir Ta Région nous proposeront aussi une émission spéciale dédiée à la mobilité. On se retrouve donc la semaine prochaine pour plus de politique, plus de sport dans FC Politique.